Tui, Gérard, Jules, Dieudonné, Kabemba, Mwanana, Lualaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Bokito, avocat pour le barreau de Matete. Maître Emif Munganga Chishuki, Emif Munganga Chishuki, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Maître Kabongo Chishuki, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Confi, avocat au barreau du Puyo. Confi, comme le verbe est confier avec K. Maître Mamakala Cheritas, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Blaise Kalala Monabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edi Kapepula du bar. Ok. Maître Edi Kapepula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Yves Kisobe Pisika Lissassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Moutimba Moutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Elinga Ikoko Benzame. Elinga Ikoko Benzame, avocat au barreau de l'Équateur. Maître Kitenge Joël, avocat de la cour d'appel du Centre. Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ngoyi Bwanga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïtombe. Maître Merlot Nkokani, Merlot Nkokani Matumo Namzoni, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïtombe. Maître Kwini Sidani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kwini Sidani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Cour de cassation. Honoré membre de la haute cour, Monsieur le procureur général, près la cour de cassation. Vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client
n'ont pas eu accès au dossier judiciaire, la combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour, en fait, laquelle nous n'avons que du respect, d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures dispositions soient prises. Vous êtes Monsieur le Président, Monsieur le Président, Il y a encore une intervention. nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent du révise. Moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre cour. Monsieur le on n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comprenait pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause pour justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement de la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique concret. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leur client. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension. Comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre.
nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais il va tenir compte, il a dit, un cas de force majeure. Oui, ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez des parties, nous partirons. Mais si le client est là, nous avons la société pas de représenter. J'ai Bien, la parole est accordée à de la loi pour exposer les faits. Vous laissez les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons saluer la sagesse de l'Office de Cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter mon défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête, numéro 2217, par RMP 5, par 0221, rattrapé par l'âge, je ne sais comment c'est que j'ai mis les lettres. Donc c'est tombé ici. Toutes nos excuses, monsieur. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc que par sa requête, numéro 2217, par RN5, par 0221, par PGC CAS, par WB, par VON, par CAR. L'organe de la loi a saisi l'office de cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Moutamba Kungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kungunga est fils de M. Kungunga Kassongo. Il est en vie. Je suis fier de lui. Et de Mme Ganda Kabakashi, elle aussi en vie.
Le prévenu Constant Kunga, est originaire du village Bibi, groupement de Nakupua, secteur Bao, territoire de Bao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chibal Sanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 095 53 59 692. Il est en liberté. Les circonstances, Moutamba Kunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics parastatales, personne représentant les intérêts de l'État pour une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou économique en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. Les circonstances pour Munga est pour avoir détourné des deniers publics privés des effets entraînant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison des achats. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourné la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISD intitulé Ligne Justice V-C Frivao, ouvert dans les livres de la Raobank et versé au compte numéro 0500 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un premier acompte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la 6 Big Société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société Coco Captain est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woodbourg, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, qui a été modifié à ce jour par la loi numéro 73, par 017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a réuni à votre auguste pour organiser la présente audience?
Monsieur le Président, si vous permettez qu'on poursuive avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé. Nous avons d'abord donné des contenus de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Kumunga devant votre liste. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre liste. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées se trouvent dans le dossier. Ils vous permettront de bien comprendre les faits de l'accord. En effet, par sa lettre numéro 043, par DNK 0059, par IRCAO, par CAO, par ME, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le préfet Constant Kumunga, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCP ainsi, d'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DG5P, par DG, par DCP, par B1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par DI, par K, par 002, par ME, par MIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de prévenir Constant Kumunga, sollicita de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives pour lui réclamer. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316, par DGCP, par DG, par DCP, par B1, par JNZ, par 25, 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 dollars américains, hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors qu'on ne vous a pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions
de la part du ministre d'État, ministre de la Justice. Craignant des représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier. Les décrets numéro 23 par 012 du 3 mars 2023 portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, en son article 136, vous avez remarqué que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, des contrôles des marchés publics. Et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre plan. Monsieur le Président, puis-je continuer? Donc vous avez la police l'Orient. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a son autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'il doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer des contrats avec la personne qui va réaliser les marchés. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729 par LW 436 par WEA par CAP par ME par MIN LGS par 2025 du 1er avril 2025, c'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre des contrats de marché public, des contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la Banque, suivant les lettres numéro Zion par avril, par 2204, du 22 avril 2025, et DCO par LB, par AN, par JR, par 454, par 25, du 29 avril 2025.
ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre le contrat le 1er avril. Alors que ce contrat suivant, cette société qui devrait réaliser le marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 991 par W 800 par WEA par MF par M1000 J et GS 25, c'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre d'État préqualifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23 que nous venons de rappeler par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais de qui. C'est important de le préciser, monsieur le Président. Les ministres oublient. Lui qui est juriste, il oublie facilement. Il oublie de manière délibérée. Au terme de l'article 136, du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé le contrat en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. En conséquence, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et donc il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est versée au dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation adressée à la Première ministre, le prévenu Constant Munga, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'œuvre du prévenu temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 par
003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec le ministre concerné par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration, les cas échéants, avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Koumounga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la première ministre, vous ne verrez nulle part que des réserves compris à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus Constant Koumounga prétend, dans sa lettre numéro 991-W 800 du 7 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et où des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion où se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Les conseils des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà, vous avez écouté tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Kisangani. Mais qui est-ce qui sont au dossier? Prouve que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel que l'exige la loi. Faute de certificats lui délivrés par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé, mais quelle société? Un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro ONEM, par DG, par direct, par GU, 24-17, par 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale des contrôles de marché public, le prévenu Constant Koumounga prétend sans gêne que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue
distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant toute la nation à des rêves. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert dans le livre éthique BCDC affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités de bourson ouverture. Cette société, c'est le président, composée d'un Congolais et d'une Burundaise. Nous donnerons ce nom plus tard. La formelle société est de droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Dans ce marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir de l'enseignement qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables de la dite société. Vous retrouverez toutes les pièces du dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. Au regard des éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, il est normal que nous puissions connaître comment le prévenu Constant Kombunga est entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment? Jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous retrouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché, une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, en dépit des faiblesses que nous venons de libérer, des ambiguïtés qui ont été et qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, le prévenu Constant Kombunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce qui ouvre le dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société.
une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, par K, par ME, par MIS, par J, par GS, par CF, par 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais, les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, par 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat de partie, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 500 662 0012 29 26 0233 ouvert dans le livre de l'équipe BCDC. C'est ça qui est comprenez les débat. Mais dans les paiements, sous les types de construction qui répondent, les fameux paiements étaient effectués sur l'instruction du prévenu Constant Toubunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction Initiative de propre du prévenu sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixée à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En l'espèce, étant donné que les contrats, le montant portant sur les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire de 30%, dont parle la loi. Mais, lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette violation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors ce sont des prédateurs. Tenant compte du fait que les montants provenaient du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur les territoires de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent
que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre visite. Donc, en voulant faire quoi? Il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani. C'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, vite était la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni que la vigilance de nos services, nous pourrons le plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté les comptes du ministère Justice Fivron vers les comptes d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Zion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenu, Constant Pukunga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre auguste cour. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'auguste cour pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Pukunga? Nous avons dit, monsieur. La Cour vous remercie pour les faits de s'exposer. Vous avez demandé la parole, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre haute cour et pour qu'elle daigne faire acter la comparution du prévenu. Nous sollicitons contre la Cour indique le prévenu. Voilà. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. Les faits ayant déjà été exposés par M. Prévenu. Oui, M. le Président. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'auguste cour. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient à mesure de comprendre pour quelle raison le prévenu Constant Pukunga n'est pas à l'ère où la cause était appelée. Maintenant qu'il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment où il est devant votre auguste cour, de lui donner d'abord la parole pour qu'il lui présente ses excuses, pour n'avoir pas comparé à l'ère qui a été indiquée. Nous avons dit, monsieur. Je vous remercie. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous ne sommes pas au marché. S'il y a de l'agitation, on va donner le micro.
Bien. La Cour de comparaître le prévenu Constant Tabatunga. Vous pouvez étayer votre nationalité, date de naissance et de naissance. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'Auguste Cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa, ce qui justifie ce léger retard. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour nous demande de déterminer votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Nom du père. Tungunga Kasongo Eli. En vie. Nom de la mère. Ngalula Kabashadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement de Pena Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marié. À Madame Chibadji Tsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Ngaliema. Merci. Je vous remercie. Oui, maître Kitenge. Merci, Monsieur le Premier Président. Pour que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures sur
initiée contre notre client que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public, s'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en séjour. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Effilé, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Cour. La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Et c'est déclarer saisie la cause d'un État. On regarde un petit peu tout le dossier. La Cour va passer la parole, va poser des questions aux prévenus pour répondre des faits mis à sa charge par le temps de la